On poursuit cette émission avec Emmanuel Berne, bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur des études chez l'agence Even. Et vous avez présenté cette semaine la 7e édition de l'étude Born Social qui s'intéresse au comportement des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Alors Emmanuel, excusez-moi, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je croyais très naïvement qu'à moins de 13 ans, on ne pouvait pas avoir accès aux réseaux sociaux. Alors, c'est pas de la naïveté, c'est de la lucidité. Effectivement, depuis la RGPD, c'est officiel, les enfants n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux avant 13 ans et même avant 15 ans sans l'accord de leurs parents. Après, il faut être pragmatique, c'est une réalité. Les enfants vont sur les réseaux sociaux avant l'âge légal, on va dire, les 13 ans. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des enfants de moins de 13 ans qui sont sur les réseaux ? Parce que ça doit être assez difficile à évaluer, non ? Alors, d'une part, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes sur lesquelles ils sont ne vont pas indiquer qu'ils ont ces populations-là sur leur plateforme, sur leur site. Oui, j'imagine bien. C'est dire qu'ils sont, entre guillemets, qui ne répondent pas à leurs obligations. Nous, pour ça, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Génération Numérique et qui est une association qui est présente dans l'ensemble, dans beaucoup de collèges et lycées de France, qui est appelée par les proviseurs lorsqu'il va y avoir des problèmes liés à l'usage des médias sociaux. Et cette association va mettre en place un questionnaire. Donc, nous allons pouvoir récupérer certaines informations de ce questionnaire qu'on va filtrer sur les 12-11 ans. C'est vraiment cette population-là qui nous intéresse, c'est-à-dire les enfants qui sont arrivés au collège. Voilà, c'est ça. Alors, dans les enfants que vous avez interrogés, il y en a 87% qui utilisent régulièrement au moins une application sociale. Alors déjà, ça me paraît énorme, et 2, c'est en progression aussi significative, par exemple, par rapport aux autres années ? Alors, c'est en progression, ça a été un étonnement parce qu'on avait déjà vu, il y a 2 ans, après le confinement, on savait qu'il y avait eu un impact. Forcément, ils avaient eu besoin de plus se socialiser et donc ça s'expliquait. Ça s'expliquait. Là, sincèrement, je m'attendais à une diminution ou une stagnation. Non, il y a toujours eu une augmentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu notamment une augmentation du nombre d'applications sociales qu'ils vont utiliser. Dans applications sociales, on comprend aussi les applications de messagerie. Et parmi les applications... les applications de messagerie, ça veut dire que WhatsApp, par exemple, est considéré comme un réseau social. On intègre WhatsApp dans ce chiffre. D'accord. On n'intègre pas YouTube, en revanche, parce que WhatsApp, c'est la même chose que pour Facebook ou pour Instagram. On n'a pas le droit d'y aller avant 13 ans. Donc, c'est une application de socialisation. Je ne savais pas. Même avant, c'était 15 ans. Et je ne savais pas. Ans. Oui, voilà. Bon, j'ai des enfants alors qu'ils sont pas dans la bonne case. Non, WhatsApp, pour moi, c'était comme les SMS, quoi. Donc, je ne voyais pas le... C'est un des résultats aussi, d'ailleurs de l'étude. On s'est rendu compte qu'en 2 ans, les applications de messagerie étaient passées devant les SMS. Alors qu'avant, c'était avant tout les SMS qu'ils utilisaient quand on leur posait la question de savoir comment tu communiques lorsque tu veux discuter avec tes copains, quel est le moyen que tu vas utiliser. Les SMS étaient en premier en 2020. Là, les applications de messagerie sont passées en première position. Et l'une des interprétations qu'on peut avoir à ce sujet, c'est la mauvaise interconnexion parfois entre Android et iOS. C'est plus facile de passer par une application de messagerie pour pouvoir échanger tout type de fichiers, de photos, de gérer les groupes, etc. Voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi les moins de 13 ans, ça vous intéresse particulièrement chez Even ? Pourquoi cette étude tous les ans ? Alors, il y a une petite anecdote liée à l'histoire de notre agence Even. C'est qu'à un moment donné, le fondateur de Even, Arthur Canas, avait un enfant qui avait 10-12 ans. Et donc, ça l'intéressait tout particulièrement de comprendre ce qui se passait auprès de cette génération. Après, il y a un intérêt aussi professionnel, à savoir que les usages qui se mettent en place dès le plus jeune âge, vont perdurer ensuite. C'est pas les enfants découvrent pas les réseaux sociaux à 13 ans dès qu'ils ont l'âge d'y aller. Non, l'adoption de ces plateformes, comme on le montre dans cette étude, s'effectue bien en amont. Et donc, et les chiffres qu'on présente sont finalement la rampe de lancement vers l'utilisation plus tardive et plus âgée de ces plateformes. Donc, ce qu'on essaie de décrypter, c'est quel est le processus d'adoption des plateformes sociales, processus d'adoption qui nous intéresse d'un point de vue pour comprendre comment vont évoluer l'usage des plateformes, et qui intéresse aussi bien sûr les plateformes qui vont chercher à capter des utilisateurs dès que c'est possible. Ce processus d'utilisation et d'adoption des plateformes, en fait, il passe, j'imagine, par un équipement téléphonique, c'est-à-dire que ça doit correspondre plus ou moins à l'âge où on a son premier téléphone. C'est exactement ça. C'est le moment où on a son smartphone, c'est le moment de l'entrée en 6e. On est à 48%, je crois, des enfants qui obtiennent leur smartphone à 11 ans. 11 ans, c'est quoi ? C'est l'âge parfait. C'est moitié des enfants de 11 ans sont en CM2, moitié sont en premier semestre du 6e en fonction de quand est-ce qu'ils sont nés dans l'année. C'est à ce moment
moment-là qu'ils ont tous un smartphone. Et leur smartphone, il est connecté au Wi-Fi de la maison, ils l'utilisent, ils ont des applications par défaut, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais on peut revenir même un petit peu en arrière, parce qu'en réalité, l'adoption et en tout cas la connaissance des plateformes sociales provient de bien avant. Ça provient, notamment si on s'intéresse à Facebook, du plus jeune âge, quand les parents vont mettre les enfants devant des comptines sur YouTube. Là, c'est comme ça qu'on découvre une plateforme sociale. Autre exemple, Snapchat. Snapchat, par exemple, les snapcodes qui vont permettre de débloquer des filtres pour jouer, pour avoir des cœurs qui tombent, pour avoir des grandes bouches, bref, tous ces trucs-là. Ça, ce sont des jouets. Et ce sont des jouets qui vont être utilisés pour s'amuser avec son enfant par les parents. Et donc, très souvent, la découverte de Snapchat va s'effectuer par ce biais-là, par le biais de ce type de fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités que j'appelle des jouets. Et le jouet va se transformer en jeu. Quand, une fois qu'on est sur Snapchat, on va avoir envie de discuter, socialiser avec ses copains. Et ça c'est vraiment le processus qui va se mettre en place dès le plus jeune âge et qui explique pourquoi les enfants sont si précocement sur les plateformes sociales. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont y chercher ? Ce côté socialisation que vous avez dit, ou il y a d'autres choses ? Alors, les enfants, globalement, il y a trois choses qu'ils vont rechercher. Il y a être grand, c'est l'autonomisation. Être grand, c'est important. Oui. Mais c'est ce qui se joue à ces âges-là. Hein. Ouais. Ils ont envie de grandir, et donc avoir un téléphone portable, c'est un peu grandir. Donc il y a cette première, c'est pas une pulsion, mais cette première envie. Deuxième volonté, c'est d'accéder au divertissement. Ils entendent parler de certaines choses à la cour de récré, etc. Ils ont envie de pouvoir accéder à des youtubeurs, ils ont envie de pouvoir consommer du contenu. Par exemple, s'ils sont des gamers, ils ont envie de pouvoir échanger avec des copains pour pouvoir se retrouver sur Fortnite, par exemple. Et puis, troisième point, c'est la socialisation. Ils vont avoir besoin de ces plateformes pour pouvoir échanger avec leurs copains. Un des enfants qu'on a interrogé nous expliquait, par exemple, c'est important, c'est pas indispensable, mais c'est important d'être sur les réseaux. Comme ça, on peut se faire des copains aussi. On peut retrouver ses copains de classe quand on arrive dans un nouveau groupe. Et puis, j'ai utilisé son expression, taper la discute. Voilà, c'est ces mots. Voilà, sur ces plateformes-là. Et ça sert, c'est important dans leur vie. Même si, bien sûr, hein, notre étude montre des chiffres très importants, des taux extrêmement importants d'utilisation des plateformes sociales. Toutes les plateformes sociales ne sont pas identiques. Et puis, tous les enfants n'y sont pas encore. Il reste encore un peu plus de 10% des enfants qui ne les utilisent pas à l'âge où ne devraient pas le faire. Quelles sont justement les plateformes qui sont les plus utilisées alors ? Alors, c'est les deux que j'ai cités précédemment. Hein. C'est YouTube qui est la numéro 1. D'ailleurs, on a des chiffres en France très cohérents par rapport à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis. Après, Snapchat. Snapchat réussit à être toujours la plateforme la plus utilisée par les plus jeunes parce que c'est la plus sympa, entre guillemets, le petit fantôme. Et puis, comme je vous l'expliquais, c'est à cause des jouets qu'il y a les filtres. Et puis, il y a plein de petites fonctionnalités. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les flammes. Non, j'avoue, en ignorance la plus complète sur les flammes de Snapchat. Les flammes de Snapchat, c'est quand on va s'envoyer des messages sur Snapchat, tous les jours, la flamme va grandir, va s'accumuler. Et donc, c'est une petite mécanique qui est mise en place pour hooker les enfants, pour faire en sorte qu'ils échangent tous les deux ensemble chaque jour. Et l'objectif, c'est un peu comme un test d'amitié. Plus on a des flammes, plus ça veut dire qu'on a échangé chaque jour avec la même personne. Et c'est pour montrer son niveau d'amitié avec son copain, sa copine. Voilà. Mais alors, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais ce genre de truc, ça doit marcher particulièrement avec les petites filles, non ? C'est beaucoup les petites filles qui nous parlent des flammes, notamment, effectivement. Après, il y a d'autres interactions qui peuvent se mettre en place pour les garçons. Par exemple, sur Snap, il y a une messagerie qui est beaucoup plus libre, on va dire, que celle que va y avoir sur TikTok. Sur TikTok, on n'a pas la possibilité de faire de la messagerie quand on a moins de 16 ans. Sur Snapchat, non, on peut le faire. Donc, par exemple, l'usage des audios, c'est quelque chose qu'on a vu poindre dans nos études très tôt, avant que maintenant tout le monde se mette aux audios. Moi, j'y arrive pas. Mais il y a plein de gens. Moi non plus. Question de génération. En tout cas, aujourd'hui, les audios sont devenus quelque chose de totalement généralisé dans la population. Et ça vient notamment de l'usage des plus jeunes. Ou autre exemple, comme ça fait 7 ans qu'on fait cette étude, on a vu
émerger vraiment et se propager TikTok. Avant, on voyait l'ancien nom de TikTok qui s'appelait Musical.ly, on l'a vu très tôt. Hein. Et quand TikTok est arrivé, là, on a vu tout de suite les taux d'adoption de TikTok très importants. Et voilà, ça c'est un des exemples aussi de plateformes qui fonctionnent très très bien chez les plus jeunes, bien sûr. Et TikTok, c'est propagé à toute la population. Musical.ly, pas grand monde de plus de 16 ans qui y était. Hein. TikTok, maintenant, a son audience qui s'est largement démocratisée au sein de populations beaucoup plus larges. On a parlé de ce qu'ils viennent y chercher, les enfants, sur ces réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a des trucs rédhibitoires, des trucs qu'ils n'aiment pas Alors, ils n'aiment pas trop voir traîner leurs parents. C'était étonnant. Encore des termes voilà, parce que comme on a interrogé beaucoup d'enfants, on trouve que leur façon de s'exprimer est la plus réaliste pour comprendre ce qui se joue sur les plateformes. Donc, par exemple, une plateforme comme Facebook, où il y a leurs parents dessus, ça peut coincer un petit peu. Donc, il y a ce point-là. Après, ils sont quand même sensibilisés aux dangers des réseaux sociaux. Il y a une évolution très forte de prise de conscience, de risques. Les risques de mauvaises rencontres d'une part, et puis le risque aussi du temps passé sur les écrans. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est propagé au sein de ces populations-là. Et donc, pour revenir à votre question, ils n'aiment pas trop voir leurs parents, ils n'aiment pas trop aussi les espaces où ils vont ressentir de l'agressivité et auxquels ils vont associer à certains risques. Voilà, par exemple, Twitter est une plateforme sur laquelle ils vont se sentir mal à l'aise. Voilà, c'est ce type de choses qu'ils ne vont pas trop aimer. Et bien sûr, voilà, ils vont rechercher une plateforme sur laquelle ils vont trouver du contenu qui va leur plaire, et s'il n'y en a pas, ils ne vont pas y aller. Voilà. Vous disiez qu'ils sont alertés sur le temps passé, mais vous avez quantifié ce temps? Combien de temps est-ce que les moins de 13 ans passent sur les réseaux sociaux Ils par sont jour? Conscients qu'ils passent trop de temps. Pour autant, ils en passent toujours plus. D'accord. Mais ils sont conscients qu'ils passent trop de temps. C'est un début. Et entre 2020 et 2022, il y avait plus 20 points. On est passé de 25% à 45% des enfants qui déclarent que voilà, il y a trop de temps qui est passé. Ils ont le sentiment de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et sinon, par rapport à... Enfin, sur leur écran, de manière générale, pardon. Et sinon, on leur a posé la question de savoir combien de temps ils passaient. Pour ça, c'est un petit peu compliqué de poser cette question. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé déjà s'ils avaient connaissance des applications de suivi du temps passé. Et là, ils sont de plus en plus nombreux à savoir connaître ces applications-là, notamment par le biais des contrôles parentaux. Et après, si ceux qui répondaient oui, je sais combien de temps j'y passe, enfin j'ai un suivi de temps passé, et là on leur demandait ton dernier jour d'école, combien de temps tu y as passé? Et on est arrivé aux alentours de 2 heures. Mais un jour d'école, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'entre un jour de vacances et un jour d'école, c'est du simple au triple. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Au triple? On a certains enfants qui y passent beaucoup de temps. Mais voilà. Enfin voilà, on trouve que c'est plus intéressant de regarder vraiment le temps passé un jour d'école plutôt que un temps passé un jour d'oisiveté. Voilà. Évidemment, vous faites cette étude pas juste pour vous faire plaisir, mais pour aussi aider plus tard les marques à comprendre les comportements de leurs futurs consommateurs, et notamment via le biais de ces plateformes-là. Dans quelle mesure est-ce que ça peut les aider à comprendre Alors, plus que les aider, notre discours est plus un discours de responsabilisation. On doit avoir conscience que sur les plateformes, comme on n'a pas le droit d'avoir moins de 13 ans pour y accéder, c'est-à-dire que la première chose qu'ils vont faire pour s'inscrire, c'est de mentir sur leur âge. Donc ça, c'est assez rigolo, quoi, de se dire que la première, le rite de passage pour accéder à cet univers, c'est un mensonge. Et ça veut dire que quand les marques ont des audiences, par exemple des communautés, il faut qu'on doit prendre conscience du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge qu'ils déclarent avoir. Et donc, il y a une notion de responsabilisation à avoir là-dessus. Après, nous, on s'intéresse de manière très générale à comment évoluent les plateformes. Pour nos annonceurs, pour nos clients, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut investir sur Instagram, investir sur Snapchat, investir sur TikTok. Et bien sûr, tout ce qu'on voit apparaître chez les plus jeunes, on va considérer que c'est des tendances qui vont après souvent se propager au sein de populations plus larges. Et aujourd'hui, c'était en 2022, toutes les études auprès des annonceurs indiquaient, voilà, il faut qu'on s'intéresse à TikTok. Et tout ça, on l'avait vu, on l'avait perçu par les audiences les plus jeunes. Donc on essaie d'anticiper des usages qui vont se propager après, plus tard, dans les populations plus larges, et les vraies cibles, enfin les cibles plus larges aussi de nos annonceurs.
Alors, à propos d'anticiper les tendances, il y a une tendance dont on parle beaucoup et dont les marques s'emparent beaucoup en ce moment, qui est le métavers. Vous avez posé la question à ces jeunes de moins de 13 ans et visiblement, ils ne sont pas très réceptifs. Non, ils connaissent pas trop le métaverse. C'est pas pour les 3 quarts d'entre eux, ils en ont jamais entendu parler. Voilà. Donc, métaverse, je pense que c'est un terme qui est vraiment encore confiné à l'univers professionnel et des personnes qui s'intéressent à l'évolution des plateformes sociales. En revanche, donc quand je leur ai posé la question de savoir s'ils connaissaient Metaverse, ils ne connaissaient pas. Dans le discours, lors de nos entretiens avec les enfants, je leur disais, mais les casques 3D, ça t'évoque quoi? T'en penses quoi? Et alors là, les yeux pétillaient. Et il y a une vraie appétence pour ça. Et donc, nous, on est... donc, si le concept de Metaverse n'est absolument pas, en tout cas, préempté ou en tout cas compris par les populations les plus jeunes, on sent qu'il y a une attirance très forte vers certaines promesses du Metaverse. Et l'un des points, je reviens sur une des questions qu'on a posées, c'est quand on leur a posé la question de savoir comment ils communiquaient les enfants entre eux, vers où ils allaient pour pouvoir échanger entre eux, entre amis. On posait la question de savoir, on proposait l'item jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est un espace pour les plus jeunes pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des choses. Et c'est après donc, les applications de messagerie dont je parlais, les SMS, les jeux vidéo arrivent en 3e position. Et pour nous, c'est vraiment un indice très fort de se dire, on a des générations entières qui utilisent des plateformes, alors qui ne sont pas avec des casques 3D encore, je parle de Roblox, de Fortnite, et qui sont des espaces quand même immersifs 3D dans lesquels les enfants font autre chose que jouer, ils se socialisent. Est-ce que demain, ces usages-là vont se propager à des populations plus âgées? Est-ce qu'il y aura des offres qui vont intéresser aussi des audiences plus larges? C'est une question, mais en tout cas, cet usage de la socialisation dans des univers 3D existe déjà chez les plus jeunes. Vous avez aussi fait un volet sur la RSE. Ouais. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que les enfants de cet âge-là ont conscience des enjeux sociaux, environnementaux aujourd'hui? Ils sont impactés. Ils sont impactés, ne serait-ce que par les feeds auxquels ils sont exposés sur TikTok. Voilà, ils choisissent pas vraiment. Enfin, ils choisissent en fonction de leur goût. L'algorithme va se modifier. Mais beaucoup d'enfants qu'on a interrogés nous expliquent que voilà, ils ont vu des images qui les ont un peu choqués par rapport à des animaux, ce genre de choses. Et par ailleurs, quand on leur a posé la question de savoir si la thématique de la protection de la planète ou de l'évolution de la planète était quelque chose auquel ils étaient sensibles, oui, ça apparaissait comme juste après le harcèlement scolaire, le 2e sujet de préoccupation. On a même des scores qui sont assez impressionnants. C'est 24% des enfants se déclarent anxieux par rapport à l'évolution de la planète et 8% des enfants on déclare avoir déjà fait des cauchemars à ce propos. Donc on a voulu mettre en évidence l'impact que pouvaient avoir ces problématiques-là sur les plus jeunes et le niveau de sensibilisation qu'ils avaient dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence Even.